C'est gentil. Bonsoir. Écoutez, et pour faire une sorte, pour faciliter les choses, étant donné que c'est un sujet quand même assez difficile, et donc je vais diviser ma présentation en 4 points différents. Tout d'abord, je vais parler de la théorie de la valeur de Ricardo et Marx, car il ne faut pas oublier que d'après tous les grands spécialistes, que ce soit marxistes ou non marxistes, comme par exemple Raymond Aron, ils reconnaissent une chose, c'est qu'il y a 2 sources du marxisme, essentiellement 2 sources. D'un côté, la théorie de la valeur, et de l'autre côté, donc, la dialectique hegelienne. Donc, il y a Ricardo d'un côté, et de l'autre côté, donc, Hegel. Et la deuxième partie, justement, je vais parler de ce qu'on peut appeler les devenirs autres du monde, c'est-à-dire les problèmes de perspective, de projets pour changer la société et arriver à une finalité qui peut-être, donc traditionnellement, était une finalité éthique. Et je vais diviser cette partie justement en 2, et c'est-à-dire, tout d'abord, je vais commencer par présenter la perspective qu'on peut appeler grecque, c'est-à-dire de la philosophie politique grecque, car lorsque la perspective hegeliano-marxiste arrive, il ne faut pas oublier que ça n'arrive pas dans une sorte de vide. Il y avait une pensée derrière, et c'est la pensée grecque. Et puis, en 3e instance, je vais parler donc de la philosophie de l'histoire de Marx, c'est-à-dire donc de son idée de ce devenir autre, c'est-à-dire de cette perspective, et donc qui est le communisme. Et en 4e instance, je vais parler de la crise, comment il a perçu la crise du système capitaliste. Et car il ne faut pas oublier que Marx est mort donc en 1883, c'est-à-dire au moment de la Grande Dépression, de la Grande Récession qu'on appelle, c'est-à-dire cette récession qui va de 1873 à 1893 exactement. C'est-à-dire il y a 20 ans d'une récession absolument terrible qu'on appelle donc la Grande Récession. En ce qui concerne la théorie de la valeur, donc Ricardo nous dit une chose qui est très simple, et Marx va le reprendre en changeant un peu certains termes. C'est-à-dire, Ricardo nous dit que la valeur des marchandises est déterminée par le temps de travail nécessaire à la production. Je souligne production. Et après, Marx va répandre exactement la même thèse en disant que la valeur des marchandises est déterminée par le temps de travail socialement, il ajoute les socialement nécessaires à la production, toujours production soulignée. En réalité, Marx ne fait que réduire la thèse, et curieusement, la thèse donc de Ricardo. Parce que lorsque Ricardo parle donc du marché, il parle du marché international. Tandis que Marx, curieusement, il réduit au marché national les socialement nécessaires, c'est les socialement déterminés, et les socialement déterminés, c'est l'économie nationale. Mais indépendamment de ça, il est très curieux de constater que pour Marx et Ricardo, en tout cas si on les prend ensemble, on se rend compte que c'est la production qui détermine la valeur. Et puis la valeur, une fois qu'elle est donnée, il y a les prix qui varient, qui tournent autour de la valeur, soit un peu au-dessus, soit un peu en dessous. C'est ça la thèse principale. Le grand problème, c'est que pour Marx, si on regarde la formation des prix au niveau international, ou même au niveau national, on se rend compte d'une chose, que les sphères de la production n'est pas la seule sphère ajoutée de la valeur. Que par-delà la production, il y a le transport, la distribution, la commercialisation, la vente et la publicité. Et par exemple, donc, on a en plus la TVA. Et en ce qui concerne, par exemple, les prix de l'essence, c'est de l'essence pour les voitures, il ne faut pas oublier que la TIPP en France et d'une manière générale en Europe interviennent pour 80% du prix. Ce qui veut dire que si on regarde uniquement à partir de ces produits qui est absolument universel et qui fonctionne au niveau du marché international, les coûts de production
n'interviennent que pour une partie absolument marginale. Certains parlent de 1 ou 2% du prix final. Ce qui veut dire que pour Marx, donc, il n'y a que la production qui compte, comme pour Ricardo, et le producteur pour Marx est celui qui transforme la matière, celui qui avec des bouts de bois fait une table ou celui qui avec des bouts de bois fait une chaise. Celui qui transporte les chaises ou les tables, etc., ou quels que soient les produits, n'ajoute pas de la valeur, etc., etc. Donc on se trouve avec une définition qui est extrêmement étroite par rapport au marché, non seulement au marché national, mais au marché international. Bien entendu, on peut penser que tout ça c'est un délire qui n'a pas d'importance que, par exemple, pour les enseignants d'économie ou les élèves d'économie. Parce que, par exemple, la théorie de la valeur, curieusement, va prendre à un moment donné, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, une importance énorme. À telle enseigne, par exemple, que les centres de l'enseignement de l'économie tournaient autour de la théorie de la valeur dans les années 60 et 70. Par exemple, Keynes avait dit que la théorie de la valeur de Ricardo avait dominé le 19e et le début du 20e siècle, comme l'Inquisition avait dominé les siècles d'or espagnols. Et il ne s'est pas rendu compte que par-delà la Deuxième Guerre mondiale, donc par-delà sa mort, puisqu'il est mort en 1946, et la théorie de la valeur va prendre une importance beaucoup plus grande, quelque chose d'absolument impressionnant. À telle enseigne que dans la plupart des départements, c'était la théorie de la valeur qui était le centre de l'enseignement donc d'économie. Et nous constatons, et ce n'est pas difficile de ne pas le constater, et donc que la théorie de la valeur ne correspond pas à la formation des prix au niveau international. Par la suite, je passe au deuxième moment. Je laisse de côté la théorie de la valeur, donc elle ne coïncide pas avec les mécanismes du marché. Ça, c'est tout à fait évident. Puisque si on regarde, par exemple, les problèmes que je viens de signaler, la TVA participe dans la formation des prix, ou la TIPP en ce qui concerne les produits pétroliers, etc. Et donc, ou les transports, la distribution, la commercialisation, enfin, tout ça intervient, tout ça ajoute de la valeur, c'est tout à fait évident. Et donc, je passe maintenant au deuxième point, qui est celui du devenir autre du monde. Vous savez, le problème du devenir autre du monde, c'est quelque chose qui vient de l'Antiquité. Les premiers à parler de la possibilité d'un changement social qui nous donne, on a les éléments qui nous restent, les concepts, etc. Ça s'est produit exactement lors de la réforme de Clisthène, exactement en moins 508, c'est-à-dire 5 siècles et un peu plus avant la datation chrétienne. Et ce qui va se produire à ce moment-là, c'est une réforme où tout d'un coup, il va y avoir un mouvement social qui se pose la question comment changer l'ordre des choses et quelles sont les perspectives. Bien évidemment, nous n'avons pas hérité les textes, car vous savez très bien ce qui nous arrive donc avec la culture grecque comme avec beaucoup d'autres cultures. On était détruits, tout ce reste, on était détruits avec la destruction des grandes bibliothèques du pourtour méditerranéen, que c'est surtout donc aussi bien dans le nord de la Méditerranée que dans le sud de la Méditerranée avec la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Par contre, il nous reste 3 concepts, comme le signal Kojève et d'autres, et actuellement, par exemple, Peter Sloterdijk, comme s'appelle en Allemagne, en parle beaucoup. Ce sont 3 concepts essentiels en grec. Tout d'abord, le concept de l'isotymia, l'égalité en dignité. On peut discuter sur la traduction donc, de ces termes, etc. Il y a beaucoup de discussions. Et donc, qui veut dire que tous les êtres humains sont égaux du point de vue de la dignité. Et que ça, c'est une égalité en puissance. On va voir comment Aristote va définir ce principe de l'égalité. Mais il y a à la base une égalité en puissance. Les êtres humains
tous les êtres humains sont des êtres humains de la même façon, masculin ou féminin, bien évidemment, de quelle que soit la couleur, etc., n'est-ce pas? Et de la même manière que tous les clubs sont des clébards. C'est une histoire très simple, n'est-ce pas? Donc il y a un principe d'égalité. Par la suite, il y a un deuxième terme qui est celui de l'isonomia, l'égalité devant les droits. Et c'est là où commence le processus du politique. Il y a égalité devant les droits, et cette égalité devant les droits doit conduire à l'isocratie, l'égalité devant les pouvoirs. Donc avec ces trois termes, nous savons très bien qu'il y avait à l'époque, qu'il y a eu à l'époque de Clisthènes, un problème donc de discussion sur le problème du devenir autre du monde, du devenir autre du social. Après, Aristote va reprendre cette logique et il va nous dire, par exemple, en ce qui concerne l'isotimia, l'égalité en dignité, il va nous dire que le principe de l'égalité, il va donc donner les bases, expliquer les principes de l'égalité. Nous ne sommes pas égaux par nature et devant les droits. On n'est pas égaux devant les droits. On n'a qu'à regarder, n'est-ce pas? Entre les princes qui naissent et les gens qui naissent dans les banlieues, etc., ou dans les favelas du tiers-monde, il n'y a pas d'égalité. Ce n'est pas possible, vous voyez? Il n'y a pas d'égalité devant les droits. Il n'y a pas d'égalité donc du point de vue naturel parce que nous sommes tous différents, etc. Aristote nous dit que ces principes de l'égalité viennent du fait que toute singularité, tout d'abord, toute singularité est ce qui est un numériquement. Les hommes, les femmes, les personnes de différentes couleurs, etc. C'est exactement la même chose. Toute singularité est un. Et donc, la singularité est ce qui est un numériquement. Numériquement, donc, toute personne est une singularité. Tandis que l'universel, c'est-à-dire la dimension générique, le fait qu'il s'agit d'un être humain, ça c'est une dimension qui se manifeste en première instance dans toute singularité. Donc toute singularité est tout d'abord un être humain. C'est aussi simple que ça. Et c'est cette égalité qui donne l'égalité en puissance, qui est une égalité éthique, bien entendu, et qui va se développer par la suite pour Aristote à travers l'état de droit. Et puis, l'État démocratique. L'État de droit, qu'est-ce qui fait l'État de droit? Crée les conditions de l'égalité juridique. Et puis, l'État démocratique va créer les conditions donc, de ce qu'il appelle l'égalité numérique. Un vaut un et pas plus de un. Et par la suite, bien entendu, Aristote nous dit que l'État démocratique en question, ce qu'à l'époque donc, de Clisthène, on appelle l'isocratie, l'égalité devant les pouvoirs, etc., correspondait plus à ce terme de la démocratie tel qu'Aristote l'entend. Et par-delà donc l'État démocratique, il va y avoir l'apparition de la justice contributive et de la justice distributive, que justement ces deux dimensions de la justice vont créer les conditions du nivellement social. C'est-à-dire ce qu'on appelle la justice contributive et surtout la justice distributive, et ce qu'on va appeler plus tard l'État-providence, simplement que c'est du point de vue de l'idée de la justice. Et c'est ça qui va donner, en principe, d'après la conceptualité aristotélicienne, c'est ça qui va donner l'état de justice. Donc il y a une perspective, et Aristote le dit très bien, la perspective du politique, c'est la création d'une communauté d'égaux en vue de bien vivre. Donc l'égalité n'est pas simplement en puissance, l'égalité doit devenir un acte, doit devenir une réalité, et cette réalité, ça nous donne donc l'État démocratique et par-delà, donc l'État de justice. En ce qui concerne maintenant, et je continue toujours dans la même partie, en parlant d'Aristote, en ce qui concerne la conceptualité aristotélicienne, je tiens à vous signaler une chose, et on va le voir, c'est à partir de là qu'on peut comprendre donc Hegel et Marx, et surtout Marx. Et Aristote nous dit une chose, c'est que le droit est un produit de l'éthique, et particulièrement du concept de la justice. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Ulpian, qui est un théoricien du droit romain,
qui meurt en 227, il nous dit une chose, en latin, il nous dit jus a justitia appellatur. Le droit fait appel à l'idée de la justice. Le droit ne peut être légitime s'il est conforme à l'idée de la justice. Et nous avons affaire à un développement de l'idée de la justice, justement pour accomplir le social. Ce qui fait donc que le droit est une manifestation de l'idée de la justice. Le droit, c'est du particulier. Dans le sens, c'est national. C'est le droit français, le droit allemand, le droit italien, ou le droit argentin, ou japonais, ou le droit anglais. C'est-à-dire, ce sont des droits particuliers. Mais tous les droits doivent faire appel à l'idée de la justice. L'idée de la justice, comment la déterminer? Et c'est ça qui va donner une des définitions de la loi des contraires chez Aristote. Aristote nous dit la chose suivante, c'est que l'injuste est ce qui s'oppose au juste, soit par excès, soit par défaut. Par conséquent, l'idée du juste et l'idée droite, de là qui vient le concept de droit, recht, right, n'est-ce pas, les droits en ce qui concerne les droits qu'on appelle écrits, n'est-ce pas, ou non écrits, etc. Donc, les droits doivent coïncider avec la ligne droite. Tout ce qui est injuste est ce qui s'oppose précisément à cette ligne droite, à cette proportionnalité. De là qui nous dit l'injuste est ce qui se manifeste sous la forme de l'inégal, tandis que le juste est ce qui coïncide avec l'idée de l'égalité. Donc il y a une sorte de structure de base qui est absolument éthique, qui est d'ordre axiologique, disons-nous actuellement. Et donc les droits, nomos en grec, se manifestent tout d'abord sous la forme de l'économie, ikos nomos. L'économie est un moment du droit, ça il ne faut pas l'oublier. Et donc, de l'autre côté, il se manifeste sous la forme de la politique. La politique elle-même est tout simplement à une base juridique, une base du droit, qui est le texte de base, qui est la Constitution. Donc, la politique est aussi déterminée par les droits, c'est tout à fait évident. Par la suite, il nous dit que les droits s'objectivent dans la monnaie, et la monnaie en grec s'appelle nomisma. Donc il y a une cohérence absolument extraordinaire. La nomisma, c'est le cœur de l'économie et c'est en même temps la colonne vertébrale de l'ordre social. Pour lui, si on lit les textes et si on essaie, bien entendu, de faire une interprétation assez cohérente de la logique aristotélicienne. Cela fait par conséquent que chez Aristote, il y a quelque chose, donc il y a un processus, il y a un devenir autre. Ce devenir autre est justement le produit du politique. C'est le politique qui met en marche l'état des droits, l'état démocratique et l'état de justice, d'après sa vision des choses, c'est tout à fait évident. Par la suite, et je passe donc au troisième moment de cette conférence, c'est l'idée de la dialectique hegelienne. La dialectique hegelienne ne coïncide pas avec la loi des contraires, que ce soit, donc surtout aristotélicienne. Et pour Aristote, par exemple, il y a deux manifestations de la loi des contraires. D'un côté, la loi des contraires dans la nature, c'est-à-dire la nature à l'état pur. Les négatifs s'opposent aux positifs, soit dans la coïncidence, soit dans la différence. Mais c'est l'autre en tant que tel, le négatif. Tandis que dans le cas de l'éthique, c'est-à-dire dans le domaine de la culture, comme je viens de l'indiquer, les négatifs s'opposent au positif, c'est-à-dire l'injuste s'oppose au juste plus précisément, soit par excès, soit par défaut. Tandis que Hegel va développer une nouvelle idée de la loi des contraires. Donc il n'a rien à voir avec la tradition aristotélicienne. Ça n'a rien à voir non plus avec la figure du tai chi chinoise. Ça n'a rien à voir. Et la figure du tai chi chinoise, c'est la relation entre le masculin et le féminin. Et les masculins et les féminins sont la base de la loi des contraires, mais ça n'a rien à voir avec la vision de la loi des contraires donc chez Aristote.
Et chez Hegel, il se passe la chose suivante. Il s'agit donc plutôt d'un processus, d'un mouvement où l'être s'oppose au non-être. Et cette opposition donne le devenir. C'est-à-dire l'être est ce qui est, et le non-être est ce qui n'est pas encore. Et c'est ce passage de l'être au non-être qui va donner le devenir. Donc nous avons affaire à un processus, un mouvement qui est un mouvement dans le temps. Simplement que du point de vue de la logique hegeliano-marxiste et surtout hegelienne, nous avons affaire à un processus d'accomplissement dans le sens où chaque moment est supérieur à celui qui le précède et inférieur à celui vers lequel il tend. Il s'agit donc d'un mouvement qui va du négatif vers le positif, c'est-à-dire une sorte d'augmentation, d'accroissement du positif. Dans le sens, par exemple, on va de la barbarie à la civilisation. C'est ce processus qui est un processus donc d'accomplissement qui donne le sens de la dialectique hegelienne. Il ne s'agit pas simplement du mouvement dans le temps. Bien entendu, le temps, il est tout à fait évident que le temps que nous avons en ce moment-ci va devenir autre dans quelques moments, etc. Par exemple, demain ou après-demain, etc. sera autre chose. Ça dépend de la façon comment on conçoit le moment, ou si c'est un moment historique, c'est un mouvement de la vie, un moment existentiel, etc. Donc, dans le cas de Hegel, nous avons affaire plutôt à ce problème de la manifestation du temps. Simplement, qu'il y a cette dimension de l'augmentation du positif, c'est-à-dire cette sorte de processus d'accomplissement. Par exemple, Hegel disait dans la célèbre préface de la phénoménologie de l'esprit, le vrai et le tout. Et le tout, c'est la totalité de l'être. Et le tout est ce qui s'accomplit à travers son développement. Donc, il y a un processus d'accomplissement. Ce processus de l'accomplissement se manifeste tout d'abord dans la nature, parce que c'est le passage du chaos à l'être ordonné, à l'ordre du cosmos. Car il ne faut pas oublier que de ce point de vue, pour Kant, dans la philosophie de la nature, son texte de 1755, pour Kant, il y a tout d'abord le chaos. Et c'est le chaos qui mène à l'ordre cosmologique. Il y a donc un processus. Et c'est de la même manière qu'il y a un processus dans la nature, dans l'accomplissement de la nature, de la même façon, il y a un processus dans l'accomplissement de l'histoire qui fait que l'humanité doit aller de la barbarie à la civilisation, doit nécessairement attendre ce moment de la civilisation comme telle, etc., et justement sortir de la barbarie. Et ça, c'est un processus que Marx va donner une forme différente, va l'appeler justement le matérialisme dialectique, parce que le matérialisme dialectique est justement ce processus qui va du négatif au positif, qui va du chaos à l'ordre du cosmos, au cosmos ordonné. Et quelque chose qui n'existait pas chez les Grecs. Chez les Grecs, la nature était déjà donnée. Ce qui va connaître un développement, c'est l'être humain, parce que l'être humain se donne une perspective axiologique. Et la nature ne peut pas se donner une perspective. Et la nature est par elle-même et en elle-même. Donc elle tend à se manifester à travers différents changements, mais c'est toujours la même nature. Donc, et avec Kant apparaît cette idée d'un développement de la nature, et s'il y a un développement de la nature, il y a nécessairement un développement dans l'histoire. Et par exemple, Marx, à ce niveau-là, va introduire l'idée du développement, non pas au niveau de l'idée hegelienne, mais va introduire l'idée justement du développement au niveau de l'histoire. Et c'est ça qui va appeler le développement des forces productives. Le développement des forces productives est le fondement. Et à ce niveau-là, chaque moment est supérieur à celui qui le précède et donc inférieur productivement à celui vers lequel il tend. Par exemple,
Et si on regarde, on donne un exemple au niveau de l'histoire, parce que pour Marx, les moments sont très précis. Il s'agit de communisme primitif tout d'abord, après de l'esclavagisme, la féodalité, le capitalisme. Et après le communisme, c'est tout à fait évident, après un passage qu'il appelle le socialisme. Mais pour ce qui est ces mouvements, si on regarde tout simplement, par exemple, on dit, et c'est très simple de le constater, le capitalisme est plus productif que la féodalité. Ça, c'est d'une évidence totale. Donc, le communisme doit être plus productif que le système capitaliste. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque de la Révolution soviétique, Lénine s'attendait à une sorte d'émergence des forces productives. Après avoir justement supprimé la propriété privée, comme on l'appelait à l'époque, des moyens de production, n'est-ce pas? Après avoir collectivisé donc toute l'activité économique, et surtout une chose, car Lénine, il était d'une radicalité impressionnante. Il s'est rendu compte, par exemple, dans la formation de la valeur, que la valeur, le prix final, la valeur, ne coïncidait pas avec les coûts de production. Donc il a dit pourquoi il y a une différence. Parce qu'une chose est le fait que les prix tournent autour de la valeur, une autre c'est que les prix, donc la valeur, soit un multiplicateur de la valeur, donc je veux dire des coûts de production. Vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'il a décidé? Il faut supprimer tous les intermédiaires. Et bien entendu, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner le communisme de guerre. Et le communisme de guerre, c'est le résultat de quoi? Tout simplement que les marchandises ne voyagent pas toutes seules. Il faut les amener, les redistribuer, les commercialiser, les vendre, etc., etc. Et donc, il a créé le communisme de guerre, cette époque, comme on disait, justement cette période, comme on disait à l'époque, où les seuls qui arrivaient à manger, c'était les cadres du parti et les anthropophages. Parce que les gens mangeaient des morceaux de mort, c'est tout simplement ça. Et c'est la raison pour laquelle il va introduire, à partir du 12 mars 1921, avec le 10e congrès du Parti communiste, il va introduire la NEP. La NEP, c'est la nouvelle politique économique dans laquelle il introduit les mécanismes du marché. Et bien entendu, Staline va supprimer ça à la fin de 1929, lorsque tout d'un coup il se rend compte qu'il y a une crise globale, qu'il y a une crise générale, qui est la crise de 1929, il se dit à ce moment-là, et donc Marx a raison, par conséquent, nous allons vers la crise finale. Je passe maintenant au quatrième moment, qui est celui donc de la crise du système capitaliste. Parce que du point de vue de la dialectique hegeliano-marxiste, mais regardons là uniquement du côté de Marx, et chaque moment historique, chaque mode de production, pour être plus simple, par exemple le mode de production capitaliste, au début, il contribue au développement des forces productives. C'est-à-dire, le mode de production a une dimension positive, tandis qu'à partir d'un certain moment, les modes de production deviennent une entrave au développement des forces productives, donc deviennent une puissance négative qui produit des crises. Et c'est les crises qu'il va découvrir, c'est-à-dire les crises internationales. Et à ce niveau-là, dans une lettre justement à Nenkov du 28 décembre 1846, donc avant la publication du manifeste qui est publié en 1848, il écrit justement cette lettre à ce journaliste russe qui s'appelle Nenkov, dans lequel il lui dit, et c'est vraiment vrai ce qu'il constate, la première crise internationale apparaît en 1825. Simplement, bien entendu, par la suite, il va se rendre compte que ce sont des cycles de l'ordre de 11 ans en moyenne, ces cycles de 11 ans, et bien évidemment, il va développer la thèse selon laquelle on va assister non seulement à une radicalisation du phénomène de crise, mais en plus à un raccourcissement des cycles. Et c'est ce raccourcissement des cycles qui doit précéder la crise finale du système capitaliste. Il faut bien entendu tenir compte d'une chose. En ce qui concerne Marx, par exemple par rapport à Aristote, ça on le comprend décemment, pour Marx, c'est l'économie qui est le fondement du social. Tandis que les droits et les politiques font partie de la superstructure.
c'est quelque chose qui n'a pas de consistance. Et qu'en plus, l'essence de ce processus est celui justement non seulement de mettre fin à l'économie, mais aussi de mettre fin au droit et aux politiques. C'est-à-dire que l'accomplissement du social n'est pas le résultat, pour Marx, n'est pas le résultat d'un devoir être, d'une quelconque perspective axiologique, d'une perspective d'ordre éthique. Ce n'est pas ça. L'accomplissement du social est le résultat des automatismes de l'histoire. Et pour lui, le capitalisme, de la même façon que la féodalité produit le capitalisme à un moment donné, de la même manière, le capitalisme doit conduire au communisme, c'est-à-dire à son dépassement. Simplement que pour lui, la dialectique ne fonctionne pas d'une manière infinie, dans le sens où il n'y a pas de fin du processus. Marx va donner une fin du processus dans le sens, ça va conduire à ce qu'on appelle le dépassement de la contradiction fondamentale. Le monde communiste n'est pas un monde contradictoire. Il n'y a pas de contradiction. Et à ce niveau-là, c'est la culture qui doit déterminer la nature de la Lysenko et tous les lysenkismes. C'est tout à fait évident. Il y a une cohérence de ce point de vue-là. Maintenant, parce qu'il se passe une chose, Marx ne s'intéressait pas à la monnaie. Et comme vient de le dire Pierre-Yves, c'est tout à fait évident, ne s'intéressait pas à la monnaie. Pour lui, il nous dit par exemple dans la Grundrisse, dans les fondements à la critique de l'économie politique, c'est-à-dire qui est le texte de 1857, etc., il nous dit exactement que la monnaie et la valeur d'échange sont une manifestation de la vénalité et de la prostitution universelle. Donc, rien de plus et rien de moins. La monnaie ne sert à rien. Tandis que n'oubliez pas que pour Aristote, la monnaie est fondamentale parce que c'est du droit objectivé. C'est le droit qui se manifeste à travers la monnaie. C'est quelque chose de tout à fait essentiel, de fondamental. Tandis que chez Marx, c'est secondaire. Donc, il n'a pas observé la chose suivante. C'est le fait que s'il y a eu cette crise, car il est tout à fait évident qu'avant la crise de 1825, qui est la première crise internationale, ça tout le monde est d'accord à ce niveau-là. Et, par exemple, Hugh Thomas, le grand historien anglais, qui est un historien de l'économie aussi, il nous explique une chose, que c'est 1825, donc la première crise internationale. Mais c'est le premier à avoir signalé le fait que cette crise, parce qu'avant les crises étaient nationales, que ce soit par exemple les crises de l'époque de Philippe II, etc., qui ne se sont pas produites des autres côtés, ou par exemple la crise de 1635 en Hollande, 37 en Hollande, etc., etc. Donc les crises étaient nationales. Il n'y avait pas de crise internationale. D'où viennent ces crises de surproduction? Qu'est-ce qui se passe? Pour Marx, bien entendu, il va l'interpréter suivant la vision de la dialectique hegelienne. C'est le résultat du fait que le système capitaliste était en train de devenir une entrave au développement des forces productives, comme il est dit déjà dans les manifestes communistes publiés en 1848. Le système capitaliste est devenu, il est dehors, c'est déjà une entrave au développement des forces productives. Donc, ces crises ne pouvaient que s'aggraver et surtout, on devait assister à un raccourcissement des cycles, comme je viens de le dire. Alors, Marx n'a pas vu le fait que l'Angleterre, donc la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, vont, à partir exactement de 1819, ils vont démonétiser l'argent métal. Mais cette démonétisation commence à fonctionner à partir de 1825. Le célèbre texte de Peel, de Robert Peel, et donc de la fin 1819, dans lequel il fait de l'or la base monétaire anglaise. C'est-à-dire, ce n'est pas le bimétallisme. On sort du bimétallisme, on passe au monométallisme. Et c'est ce passage. Pourquoi l'Angleterre fait ça? Parce que l'Angleterre, comme elle était excédentaire, elle a beaucoup d'or.
Donc, elle n'avait plus besoin de l'argent métal, voyez. Mais en retirant, en passant du monométallisme, du bimétallisme au monométallisme, il va réduire la base monétaire internationale, la quantité de monnaie en circulation. Et ce phénomène va s'aggraver jusqu'à la fin du siècle. Par exemple, à partir de 1873, c'est tout d'abord l'Allemagne, par la suite donc les États-Unis en 73, et par la suite la France, etc. Donc les 4 grandes puissances économiques de l'époque vont passer au monométallisme. Et jusqu'à la fin du siècle, par exemple, en 1897, c'est la Russie et le Japon qui passent au monométallisme. Donc il s'agit d'une contraction de la base monétaire, et c'est cette contraction de la base monétaire qui va produire ces cycles de surproduction. Et en ce qui concerne ces phénomènes de périodes de surproduction, des périodes de crise, on a 3 phases essentielles. Ou disons plutôt 4. Si on les regarde du point de vue monétaire, si on les regarde du point de vue de la réalité, bien entendu, Marx est mort, comme je vous l'ai dit, est mort en 1983. Lui ne voit que la période donc où les cycles de crise commencent à fonctionner, de 1825 jusqu'à 1873, il y a des cycles de 11 ans qui ne sont pas très importants. Tandis qu'à partir de 1873 jusqu'à 1893, c'est cette période de la grande récession. Il s'agit de cycles qui sont d'une radicalité extrêmement importante. Et comme il meurt en 1983, il ne voit pas la suite. Surtout, il ne voit pas une chose qui est très importante, c'est qu'à partir de 1894 jusqu'à 1914, ce fut une époque de croissance économique très importante, donc d'une sorte de diminution de la radicalité des cycles économiques. Et ça, c'est dû à quoi? Tout simplement à la découverte de l'or en Afrique du Sud et en Australie, qui fait que donc tout d'un coup, la base monétaire or va augmenter. Mais bien évidemment, le problème, c'est que ça ne va pas supprimer les cycles de crise. Ce n'est pas un hasard si cette période, on l'appelle en France la belle époque. La belle époque, c'était une époque de croissance économique qui aurait contredit normalement, bien entendu, la thèse de Marx, parce que pour Marx, non seulement il y a des cycles au niveau de crise au niveau international, mais en plus, on doit assister à une radicalisation de ces cycles et jusqu'à arriver au raccourcissement des cycles qui doit précéder la crise finale. Et comment se passent les choses? Donc, il y a bien évidemment, Marx ne voit que cette phase jusqu'à 1983, et donc au moment de sa mort, il voit donc qu'il y a une radicalisation des crises, il y a une accentuation de ces phénomènes. Il ne voit pas donc cette période de la belle époque, etc. Et bien évidemment, à l'époque, par exemple pendant les années 20 et les années 30, on va constater qu'il y a un raccourcissement des cycles, parce qu'on a la crise de 21, la crise de 25, 29, 32, c'est l'effondrement. Donc on a affaire à des cycles de plus en plus courts, ce qui coïncide en quelque sorte avec l'idée globale de Marx, et c'est la raison pour laquelle les intellectuels de l'époque, la génération de l'époque, surtout les jeunes, et dans le cas de la France, il y a 2 personnages qui sont très importants. Il y a Sartre et Raymond Aron, les 2 de 1905, si je me trompe, et je ne me trompe pas, c'est de 1905. Et donc, lorsqu'ils rentrent dans la vie active au niveau intellectuel, et tout d'un coup, arrive la crise, cette crise qui pensait que c'était la crise finale. Mais l'ironie de l'histoire a fait, bien entendu, que ce n'est pas la crise finale qui s'est produite, mais tout simplement à partir de 1933, la montée du dollar, c'est-à-dire le passage de l'étalon or à l'étalon dollar, et par conséquent le règne de la puissance des États-Unis. C'est-à-dire que tout ça, s'il y a eu toute cette contradiction, toute cette non-adéquation par rapport au réel, ce que j'essaie d'expliquer, ce n'est pas que Marx a été mal appliqué. Par exemple, s'il y a eu tous ces désastres humains, économiques et humains avec les révolutions marxistes, etc., on parle de 130 millions de morts. C'est quelque chose d'énorme d'un côté et de l'autre.
Et tout ça, ce n'est pas dû au fait qu'on a mal appliqué la vision de Marx, c'est que ça ne pouvait pas donner autre chose, parce qu'on ne peut pas faire l'économie à partir de la négation de l'économie, et on ne peut pas faire du droit à partir de la négation du droit, et on ne peut pas faire de la politique à partir de la négation de la politique. C'est la raison pour laquelle il est tout à fait évident que ce processus ne peut pas donner une chose que ce qu'on peut appeler un nouveau mode de production asiatique. Voilà. Merci. Merci beaucoup.